Bonjour à tous et bienvenue dans ce Pépite Podcast. Vous avez très certainement vu notre épisode 1 sur les marchands de biens. Conseil à quelqu'un qui a un peu d'argent mais qui n'a pas de temps à investir, tu vas l'envoyer plus. Fais autre chose. Non, laisse-moi la place. Le conseil, c'est très direct parce que la banque, c'est très simple. Hein, tu as quelques centres à faire. Pas plus importante quand tu fais du saisonnier avec Non, c'est bien, mais pour celui différentes, qui veut parce s'en que- occuper lui-même, je pense que celui qui s'achète quelque Et nous revoici 6 mois plus tard dans nos studios permanents, donc les studios qui vont accueillir le Pépite Podcast désormais. Le Pépite Podcast est là pour faire raconter des histoires, raconter votre business ou recevoir des personnalités. D'ailleurs, si tu veux raconter ton histoire ou nous parler de ton business, tu peux nous contacter sur nos réseaux. On va commencer le Pépite Podcast dans nos nouveaux studios avec un épisode avec une personne que vous connaissez, Olivier Taboué. C'est parti. Générationnellement parlant, au vu du business, est-ce que c'était mieux avant ? J'ai l'impression que maintenant, il y a une vision du business. Toi qui as 35 ans d'expérience, est-ce que tu trouves que c'était mieux avant ? Alors tu démarres très fort avec ta question parce que je pense que c'est la remarque la plus conne que je connaisse. C'était mieux avant, ça veut dire que aujourd'hui on est idiot et ceux d'avant étaient super. C'est vivre dans le passé et je pense que chaque époque a ses avantages, chaque époque a ses inconvénients et regarder en arrière, c'est refuser d'avancer. Donc c'est pas du tout pour moi un problème. Il y avait avant, il y a maintenant. Et l'important c'est aujourd'hui et demain, pas le passé. Ok. Et les avantages d'avant, c'est quoi alors ? Alors les avantages d'avant, tu peux pas parler d'avantages d'avant. Regardons déjà ce qu'il y a aujourd'hui. Tu avais une forme de simplicité peut-être dans les relations de travail, mais aujourd'hui, notamment par le biais de la toile, des téléphones portables, de l'organisation numérique, on va faire 15 fois plus de choses que ce qu'on faisait avant. Donc on peut pas dire que c'est moins bien aujourd'hui. Faut s'adapter à l'époque, mais on gagne du temps aujourd'hui. On fait plus de choses. Peut-être on ne faisait pas le même métier alors avant. Je te pose toujours les questions d'avant parce que nous, c'est un peu le mythe d'avant. Nous, on connaît aujourd'hui. L'expérience que j'ai, moi, sur le business aujourd'hui, c'est 10 ans maximum. Et on a à peu près 10 ans d'expérience. L'avant, c'est un peu un mythe pour nous. Ouais, mais c'est un mythe, mais ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire que tu vas t'arrêter, tu vas pas être ambitieux, tu vas te Non. dire « Oh, j'ai raté le coche des 30 glorieuses, donc sur maintenant 2100, 2200, 2300 ans, on est mort, on fait plus rien ». Non, pour moi, c'est un dogme que tu dois t'enlever de la tête. On a eu du avant, on a aujourd'hui et on a demain. Prends plutôt tes armes d'aujourd'hui pour construire demain que d'avoir les armes d'aujourd'hui pour regretter ce qu'il y avait avant. Ça a commencé comment, toi, Olivier ? Comment ça a commencé, Alors, l'entrepreneuriat ? l'humanité, Adam, Ève, si tu veux, mais C'est ça a quoi ta commencé, vision de toi au début ? C'est quoi, quand je te parle des débuts, de comment t'as commencé, c'est quoi ta vision ? C'est quoi que tu vois là comme ça ? Alors, t'as toujours des gens qui t'inspirent. Moi, c'était ma mère. Parce que j'avais 6 ans et elle me descendait à 6 heures du matin dans une charcuterie où elle travaillait. Et j'avais remarqué que quand les gens lui demandaient du lapin et qu'il n'y avait plus de lapin, il repartait avec 2 sacs pleins. Et j'étais admiratif. La deuxième étape, ça a été d'aller voir les gens des marchés. Les badauds. Je pouvais rester 3 heures à regarder un type qui vendait des torchons, qui vendait des... Et ça m'a donné une espèce d'envie, mais vraiment dans mes tripes, de vendre. Mon objectif, ma vie, c'était réussir à écouter les gens, à donner du plaisir et à vendre. Voilà, c'était mon ambition et tout est parti comme ça. Faire quelque chose qui me ressemblait, laisser une trace, quelle qu'elle soit. Laisser une trace. Ne pas passer dans cette vie où tu serais incolore, inodore et on ne verrait pas. Voilà. Et est-ce que tu as l'image de... quand tu as commencé, tu t'es associé tout de suite, hein, tu n'as pas commencé tout seul. On a eu une activité où nous étions chacun dans un établissement bancaire, puis on s'est retrouvé une petite année à travailler pour une compagnie d'assurance et très vite on a eu envie de mener notre propre barque. Dans cette idée de laisser une trace et dans l'idée de dire je suis indépendant, je fais ce que je veux, ça réussit, c'est grâce à moi, ça rate, c'est à cause de moi aussi, mais peu importe. Voilà. L'idée, c'était que les gens nous reconnaissent par rapport à notre travail. Ok. Et est-ce que t'as ce truc de... Je sais pas, je suis très... j'ai une mémoire visuelle. Quand j'ai commencé, je me vois avec Maxime, mon premier associé, avec pas grand-chose, avec une énergie folle qu'on a toujours. Mais est-ce que t'as ce truc de voir, il y a plusieurs décennies, parce que t'as 35 ans d'expérience. Bien sûr. Est-ce que il y a un moment qui te marque où tu dis ok, je me rappelle de ça, on n'avait pas de moyens, on avait une énergie de fou
Est-ce que t'as un truc qui te parle de ça? Ah bah oui, c'était exceptionnel. On avait des bureaux avec une machine à écrire. Donc je sais pas si toi, une machine à écrire. On a posé nous-mêmes la moquette du bureau parce qu'on n'avait pas. Et une anecdote que tu vas adorer et que peut-être tu connais déjà, c'est qu'on connaissait beaucoup de monde, mais on n'avait pas de clients. Donc on passait dans la rue et on saluait tous les gens qu'on connaissait en leur disant, écoute, on a créé notre boîte, mais on est hyper débordés. On sortait un agenda où il y avait que des noms bidons. Voilà, notre truc, c'était de montrer qu'on était très pris, mais on n'avait aucun rendez-vous. Et on leur disait, je reviens demain à 16h parce que je suis pris le reste du temps. Et en fait, c'est cette énergie, c'est ça qui a pas forcément disparu. Voilà, et le fait de pas avoir de moyens, pour moi, c'est une facilité par rapport à ceux qui en ont. C'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui n'a pas de moyens de réussir que quelqu'un qui en a beaucoup. Voilà, parce que quand t'en as beaucoup, quand tu es né dans la soie ou comme le veut l'expression, une cuillère d'argent dans la bouche, c'est beaucoup plus dur de réussir des choses parce que t'as des exemples sans doute supérieurs. Alors que toi, qui as rien, finalement, à l'arrivée, quoi que tu fasses, c'est toujours plus que rien. C'est pas la vie de la majorité des gens. Quand tu parles, parce que je pense que c'est des gens qui sont pas forcément au courant de comment ça peut être dur quand tu as déjà, comme tu dis, grandi dans la soie, etc. Parce que derrière, faut rebondir, faut trouver d'autres idées. Tandis que les gens vont dire, oui, mais t'as les moyens de le faire. Quand t'as pas les moyens, il y a une certaine facilité de te dire, de toute manière, au pire, je foire, j'ai pas perdu grand chose. Regarde dans le sport. Tu as très souvent dans le sport des gens qui viennent de milieux plutôt défavorisés et où le besoin de réussir est tellement grand parce qu'ils partent de rien. Et tu retrouves ça dans la vie aussi. C'est pas pour jeter la pierre à ceux qui sont des fils d'entrepreneurs ou d'empires. C'est génial si eux arrivent à rebondir. Mais je veux juste dire, parce que souvent on dit c'est plus facile pour celui qui a les moyens. Non, pour moi non. C'est plus facile pour celui qui a rien, parce que chaque fois qu'il va franchir une marche, c'est déjà énorme par rapport à ce qu'il avait avant. Donc c'est ce côté-là qui est extrêmement motivant quand tu pars de pas grand-chose. Pour revenir à ce que tu disais, vous allez dans la rue avec un agenda, avec des noms bidons. C'était votre méthode de prospection et vous parliez aux gens dans la rue en fait. Alors aujourd'hui, et je crois que ça changera jamais, un commercial, parce que je me considère comme un commercial, c'est quelqu'un qui vend quoi ? Lui-même. Et donc, on allait se vendre. On allait dans la rue pour qu'on nous voie. Aujourd'hui, quand tu fais des expositions, comme peut l'être cette émission, comme peuvent l'être des reportages divers sur Facebook ou autre, le réseau social, nous, c'était de marcher dans la rue et d'aller voir des gens. Parce qu'on connaissait beaucoup de monde. On avait un vrai relationnel, mais il fallait qu'on les informe qu'on avait créé notre boîte, qui pour nous était l'événement de l'année. Pour eux, c'était des gens sympas qui passaient. Donc, il y a déjà la différence en fait avec avant et maintenant. Une première différence, c'est de se dire, tu pouvais aller dans la rue, aller voir les gens, parce que je pense qu'aujourd'hui, tu fais ça, c'est un peu bizarre. Je suis pas sûr. En fait, les métiers et le contact avec les gens restent le même. Plus tu vas avoir de technologie, et on est en plein dedans, plus l'humain aura d'importance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toujours de l'humain que tu vas avoir. Et même si avant on avait 80% d'humains, et peut-être qu'on en a que 15 maintenant, mais ces 15-là, c'est toi qui fais la différence. Bien sûr. Donc pourquoi serait-ce idiot d'aller voir des gens pour leur expliquer ton projet, pour leur dire ce que tu fais, ou pour t'appuyer sur des supports et qu'ils le voient? C'est la même chose. Pas idiot, non forcément, mais c'est même un canal qui est le premier canal qui existe, c'est l'humain. C'est juste qu'aujourd'hui, je pense que le message, en fait, on le fait plus passer par je vais dans la rue, je vends mon service, je parle de moi. Mais c'est pareil, quand tu vas aller sur un réseau social, on en prend deux principaux, Facebook, Insta, tu vas devoir ressortir ta personnalité. Si tu triches là, les gens vont voir que tu n'es pas toi-même. On le voit, vous avez plein de gens qui vont faire un discours devant une caméra qui est appris par cœur, qui vient pas de l'intérieur. Et donc, la personne qui va le regarder va scroller parce que c'est pas ce qu'elle aime. Et celui qui a mis ses tripes, on va l'écouter. C'est pour ça que tu as des réussites de gens, par exemple, sur des podcasts, qui sont à la base juste des jeunes qui mettent tout ce qu'ils ont et ça marche super bien. Parce que les gens le ressentent. Ce qu'on avait en direct, on peut l'avoir via les canaux aujourd'hui, via les réseaux, via les caméras. En fait, il faut rester soi-même, peu importe le canal qu'on prend, en fait. Oui, et puis il y a un élément majeur, là on parle depuis quelques instants, mais tu vois qu'à aucun moment on a parlé d'argent. Pourquoi ? Parce que si tu ne pars qu'avec une ambition pécuniaire, c'est très dur d'y arriver parce que tu seras toujours déçu. Si tu pars avec l'ambition de réussir quelque chose, c'est pas l'argent qui te mène, c'est le fait de réussir. Bien sûr. L'argent n'est que la conséquence de ce que tu fais.
Voilà. Si le but c'est l'argent, C'est compliqué parce que t'en tu vas, gagneras pas. non, c'est pas que t'en gagneras pas, tu peux réussir, mais à un moment, tu vas être dénaturé, tu vas aller vers des choses qui rapportent et pas des choses qui te ressemblent. Et l'idée, c'était pour nous, et ce sera demain, toujours de faire des choses qui nous ressemblent. Bien sûr. Ok. Est-ce que on veut aller trop vite aujourd'hui? Est-ce que avant, avec l'expérience, moi c'est le ressenti que j'ai par rapport à la sensibilisation des jeunes sur l'entrepreneuriat. J'ai fait plusieurs interventions dans des lycées où on discute avec les jeunes et on voit que en fait ils sont beaucoup plus sensibilisés qu'avant sur l'entrepreneuriat. Avant, je pense que même moi, quand j'étais au lycée il y a une quinzaine d'années, ça m'intéressait pas du tout et très peu de personnes dans la classe. Là, quand on a fait des interventions où on parle de ça, on voit de plus en plus de jeunes qui ont envie d'entreprendre, qui sont intéressés par ce type de réussite, en fait, l'entrepreneuriat, et ils sont de plus en plus informés. Toi, c'est quoi ton avis sur la jeunesse dans l'entrepreneuriat? Bah, c'est absolument génial. Ce que tu dis, c'est qu'avant les success stories, il fallait qu'on tombe dessus. C'était soit j'ai rencontré quelqu'un, soit j'ai ouvert un bouquin et j'ai lu une success story. Aujourd'hui, j'allume mon téléphone, j'ai des success stories. Et donc, ce qui est fabuleux, c'est de donner l'envie aux jeunes de vivre des success stories. Quand tu étais à 75% de gens qui veulent être fonctionnaires en ayant leur bac, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais ça fait très peu qui veulent tenter une aventure. Là, on retrouve par le fait que certains arrivent à narrer leur réussite, on retrouve quoi? On retrouve une envie chez les jeunes, et quelle que soit la finalité. Moi, je m'en fous qu'il soit à Dubaï et qu'il fasse influenceur et qu'il gagne sa vie, qu'il invente un produit, tiens, on parlait tout à l'heure de ça, qui est une invention incroyable, ils ont fait ça, ils réussissent, peu importe. À la base, c'est l'entrepreneuriat, comme tu dis, et je pense que les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, ont un vrai potentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a une accélération de l'accès entre guillemets à la culture entrepreneur ou à la culture en général. Donc c'est en fait les réseaux sociaux, les outils qu'on a à disposition aujourd'hui qui les sensibilisent plus en fait. Oui, c'est surtout l'accès. L'accès avant les réseaux sociaux, c'est Internet. Moi, j'ai 2 enfants, donc j'ai un fils qui a 37 ans et une fille qui a 16 ans et demi. Au même âge, je vois bien l'accès à l'information qu'avait mon fils, l'accès à l'information qu'a ma fille. Aujourd'hui, elle va me sortir des choses, à 60 ans, je sais même pas ce que c'est. Par contre, elle a été cherchée. Et si tu regardes un discours à table avec jeunes, moins jeunes, t'as une question, exemple, combien de pays ont la bombe nucléaire? En 2 minutes, tout le monde va sur son téléphone et le sait. Avant, on le savait pas. Cette accélération de l'accès à la connaissance, pour moi, c'est super positif. Ouais, il faut contrôler le net, mais c'est l'accès à la connaissance qui facilite à la fois les vocations et les réussites. Ça transitionne bien avec ce dont on va parler, le management dans tes boîtes, dans mes boîtes. Et justement, on va parler aussi des jeunes, parce que je sais que tu embauches des jeunes, que tu as une équipe solide qui te suit depuis des années, donc il y a des moins jeunes. Mais depuis que je te connais, je t'ai toujours vu avoir des jeunes avec toi. Donc on va essayer de voir pourquoi. Concernant le management et au niveau des générations, est-ce que c'est la génération qui doit s'adapter au management ou l'inverse? C'est une bonne question. En fait, ça doit se faire naturellement. Qu'est-ce qu'un manager? C'est quelqu'un qui écoute, déjà, c'est quelqu'un qui doit être juste et qui décide. Et je pense pas que cela dépende de la génération qu'il a en face de lui. Tu dois écouter une personne de 50 ans, tu dois écouter avec le même respect une personne de 18 ans. C'est ça où parfois on peut avoir chez le manager un petit décalage en disant tiens, je vais pas écouter le jeune. Moi, tu as raison, il y a beaucoup de jeunes autour de moi parce que j'apprends énormément des jeunes. Voilà, je suis plus à apprendre d'eux. Alors parfois ils veulent aller vite, ça me gêne pas. Je fais de la formation et j'explique toujours aux jeunes, écoute, mon but c'est de te transmettre le maximum de choses pour que tu sois meilleur que moi. Et au moment où il sourit, je lui dis, et je travaillerai tous les jours pour que tu n'arrives jamais à atteindre cet objectif. Donc voilà, c'est transmettre, donner un maximum et quand même essayer d'avancer. Mais il y a beaucoup à apprendre des jeunes. Évidemment. Quand tu vois que, et c'est ce qu'on parlait, la sensibilisation, je pense que quand tu fais tes entretiens avec, je sais que tu as des alternants, je sais que tu as des commerciaux, etc., je pense que de choisir le profil jeune
avec beaucoup d'ambition, parce qu'après, on arrive vite à cerner aussi le jeune qui fait croire qu'il a de l'ambition, mais je pense que tu vois très très vite derrière un peu qu'il y a pas mal d'esbroufs. Mais il y a aussi des jeunes avec vraiment un vrai fond de vouloir réussir, etc. Et ça, c'est des profils, personnellement, sur lesquels moi je me tourne parce que je me dis on peut en faire quelque chose. Nous-mêmes on est jeunes, mais je veux dire, quand je dis jeunes, je parle de 18-20 ans avec leur première expérience professionnelle. T'investis sur la personne. À 18-20 ans, le gars a pas un gros bagage professionnel. Tu peux pas dire ok, lui il a travaillé dans cette boîte, il a fait 6 ans, mais par contre tu dis ok, il a quelque chose, il a un truc qui fait que... Faut qu'il ait faim. C'est très dur aujourd'hui d'avoir faim. Et tu peux, par contre, je vais un peu à ton encontre, tu peux avoir quelqu'un qui en 2 heures arrive à entre guillemets, te tromper parce qu'il va te faire croire qu'il a faim. Mais la faim, c'est au quotidien que là. Mais tu peux avoir des gens qui font un super entretien et puis derrière, va pas y avoir cette faim où ils vont venir que pour apprendre. Apprendre, c'est bien, mais à un moment donné, si tu nettoies ton fusil toute l'année, que tu tires jamais, tu n'as pas de résultat. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc, c'est plus, moi, je suis plus attentif à la fin et à leur envie de concrétiser ce qu'ils apprennent. Apprendre pour apprendre, on va mourir, on n'aura pas tout appris. Bien loin s'en faut. Mais vouloir le mettre en application, c'est ça qui est le plus intéressant chez un jeune. Top. Olivier, un truc, et ça, c'est plus toi qui vas me dire parce que c'est pareil, c'est un mythe. Dans les affaires, dans la confiance que tu peux avoir avec des clients, ou surtout je parle des valeurs que tu peux avoir avec d'autres professionnels, la poignée de main. La poignée de main, quand je dis la poignée de main, c'est est-ce que aujourd'hui tu fonctionnes par une bonne poignée de main avec des gens et tu te dis ok, je peux lui faire confiance, ou t'es plus je prends mon avocat, je fais rédiger un accord bien écrit, bien dur, etc. C'est quel axe que tu préfères, c'est quel axe que tu utilises, parce que moi je suis un peu vieux jeu encore là-dessus. J'ai l'impression que quand je regarde quelqu'un et qu'on se serre la main et qu'on se dit ok, on fait ça à tel prix, dans telles conditions, ça a beaucoup plus de valeur que quand je fais rédiger un accord par mon avocat, etc. Ce que tu évoques fait appel à ton propre ressenti et à ta vision de la vie, à ton idéal de vie. Je le partage avec toi. Et souvent, si tu veux que quelque chose traîne ou si tu veux que quelque chose ne se fasse pas, tu prends des avocats. Je vais me faire des amis. Mais c'est ce qui fait que ça peut ne pas marcher. Pour autant, malheureusement, on peut, comme tout à l'heure dans l'entretien, être victime. Mais je préfère me tromper sur un sentiment positif que de pas avoir fait quelque chose par crainte du négatif. Ouais. Voilà. Donc la poignée de main, à l'origine, c'est les Matignons, donc sur les marchés de vente de viande, qui achetaient le bétail et le troupeau uniquement avec une poignée de main. Et aujourd'hui, ça existe toujours. On va dire que les premiers instants d'une rencontre avec quelqu'un sont absolument capitaux dans tous les domaines. Donc tu sais déjà, toi, quand tu rencontres quelqu'un... Non, ce serait hyper prétentieux. Ouais. Non, tu essayes. T'as un ressenti. Tu tentes, tu crois, tu espères, mais savoir celui qui dit « je sais tout » au bout de 5 secondes, non, ce serait trop... En tout cas, c'est pas ma prétention. Non, mais il y a une question de feeling après aussi. Oui, mais le feeling, c'est si tu fies trop ta pensée, ton choix à ton feeling, ça peut être dangereux. Donc tu peux te tromper, faut savoir manier un peu le chaud et le froid. Je sais pas, toi, dans ton expérience, c'est vrai que très souvent, j'ai eu d'affaires à que ce soit des clients, des prescripteurs ou même, par exemple, sur des chantiers, des entreprises, etc. Un premier feeling. Et ce qui m'a fait me remettre en question pas mal de fois, c'est que des fois, quand il était un peu négatif, ils ont réussi à me faire changer d'avis, parce qu'en fait, j'avais un premier a priori en me disant non, ça va pas le faire avec eux, etc. Et quand t'arrives au bout de l'affaire, tu dis ah, quand même, en fait, s'il a tenu ses promesses, il a été au bout du truc. Et à l'inverse, des fois, tu dis lui, je le sens super bien, je me vois rentrer au bureau, aller voir Maxime, par exemple, lui dire ok, ça, c'est deal avec cette personne, quelqu'un de confiance. Sur de l'IMO, il a l'argent, il va acheter, etc. Et tu te retrouves un mois plus tard, t'es planté complètement. C'est de l'humain. C'est de l'humain, lui avec ses forces et ses faiblesses, toi avec tes forces et tes faiblesses. Donc, et la vie de chantier, qu'on connaît très bien avec Julien, mon fils, c'est très particulier parce que tu as affaire à des gens d'une intelligence incroyable au niveau de leur capacité de création, de rattraper des choses, et qui n'arrivent pas à mettre cette intelligence dans le cadre du travail. Qui vont, nous on croise souvent des gens, on se dit mais comment il peut avoir de l'or dans les mains
et ne rester que comme ça parce que sa vision des choses s'arrête à être excellent dans ce qu'il fait. Et donc sans s'éloigner de ton truc, de dire tiens le feeling, bien c'est aujourd'hui on aimerait ne se fier qu'à son propre avis. Et parfois, j'espère que la première impression, en tout cas, est la bonne. Et il faut qu'à 80%, ce soit ça. Oui, c'est ça. De toute façon, aujourd'hui, t'as 30 ans, à 40, à 50, à 60. Si tu réussis 80% de ce que tu fais et 80% de tes impressions ou 80% de tes projets, c'est une magnifique réussite. Bien ne sûr. vise pas les 100 parce que tu seras toujours déçu. Bien Donc, sûr. voilà. Non, c'est sûr. On va parler d'un truc, Olivier, qui est pour moi un sujet sur lequel on a parlé beaucoup toi et moi de ces choses-là et c'est très important d'avoir moi ton avis là-dessus. C'est la communication du coup sur les réseaux sociaux. Ton avis aujourd'hui, avec ton expérience, quelle importance tu mets aujourd'hui à la communication, puisque maintenant depuis plus d'1 an tu fais gérer ta communication et on s'occupe de ça par rapport à tes sociétés. C'est quoi ton ressenti là-dessus et quelle importance tu mets à la communication de tes boîtes? Alors, premièrement, à la communication, pour moi l'importance elle est capitale. Tu peux être le meilleur technicien du monde, si tu sais pas communiquer, tu resteras le meilleur technicien du monde, donc tout le monde se foutra parce que tu n'auras pas su communiquer. Donc ça, c'est d'un point de vue général. Ensuite, quand on revient à la communication de Tabimo, principalement, ou de Sud Finance, c'est mon fils qui l'a initié. C'est lui qui m'a dit « Papa, faut que tu communiques sur toi ». J'en voyais absolument pas l'intérêt. Avec du recul, comme souvent, malheureusement, heureusement, il avait raison, et il a raison parce que une image se dégage. Toi, tu vas réussir à faire dégager une image de toi, une image de ta société, il te faudra peut-être 10 ans. Et quand tu fais 10 vidéos qui ont pris, donc allez, je schématise 10 heures, tu as eu l'équivalent de 10 années. Parce que aujourd'hui, l'image imprègne les gens. Aujourd'hui, va dans une salle d'attente. Il y a 10 ans, tout le monde lisait Paris Match. Aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone. Ouais. Et si tu as à un moment donné ta personnalité qui passe, tu vas marquer les gens. Il m'arrive, on a fait il y a pas longtemps, c'est un secret pour personne, une vidéo avec James Bond. J'ai des gens que je ne connais pas qui m'appellent James. Et c'est toujours étonnant parce que je me dis comment lui a vu ça. Mais en fait, et in fine, tous ces petits visuels, tous ces petits trucs dégagent une image de toi. Donc pour moi, je me verrais pas arrêter ça déjà, et je trouve qu'il faut le peaufiner pour que ça nous ressemble tout le temps. Bien sûr. Et le fait, ce qui a pu être pas compliqué parce que c'était le but et c'était le challenge. Tu fais quand même on fait un métier, l'immobilier, gestionnaire de patrimoine, c'est quand même un métier, voilà, on va dire de bureau, d'humain, etc. Mais c'est dur quand même de communiquer de manière innovante. Je veux dire, là, on a fait James Bond. Personne n'a fait une communication comme ça, et ça humanise en fait la boîte aussi. Ça te rend plus accessible aussi parce que mine de rien, quand tu vois quelqu'un costume, cravate, etc., ça humanise beaucoup. Et les gens sont venus, en fait, te voir peut-être plus facilement grâce à ça. Ouais, après, c'est toujours la même chose. Je peux faire les choses extrêmement sérieusement sans pour autant me prendre au sérieux. Et donc, quel que soit, tu as plein de chefs d'entreprise qui font du sport par ailleurs, t'en as qui font du théâtre, t'en as qui jouent à la belote, t'en as qui font... Et quand ils sont dans l'autre moment, ils sont eux-mêmes. Donc, l'idée, en tout cas dans ce qu'on fait... Et la volonté qu'avait vraiment Julien, c'est montrer que tu es hyper sérieux, que la boîte est hyper sérieuse, mais qu'on sait aussi prendre du recul par rapport à nous-mêmes et par rapport à ce qu'on fait. Et on cherche toujours à donner des éléments techniques de ce que l'on fait. Parce que la technique, elle est en mouvement, elle avance, on va montrer qu'on est à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui et qu'on essaiera de l'être toujours. Donc voilà. Et on s'est aperçu, c'est très marrant parce qu'on a signé une vente la semaine dernière avec des gens que je ne connaissais pas, que Julien ne connaissait pas. Et à la fin, ils nous ont dit « Ah, on a regardé toutes vos vidéos pour voir si vous étiez sérieux. » Et donc, sur le trottoir du notaire, je me suis arrêté. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» On a regardé, on a vu que vous étiez sérieux à la base des vidéos. Donc c'est un gain absolument incroyable. Parce que l'image que l'on reflète est celle que nous sommes, et ça a permis à ces gens de dire « Tiens, on peut y aller volontiers » au milieu des autres gens qui proposent des produits. En fait, c'est notre vitrine aujourd'hui pour toi. Oui, complètement. C'est peut-être même la vitrine principale. Ouais.
C'est marrant que tu parles de ça, Olivier. Je voulais te parler du droit à l'erreur toujours dans cet élément transgénérationnel. Est-ce que on a plus le droit à l'erreur maintenant ou on avait plus le droit à l'erreur avant? T'es obsédé par le maintenant et avant. Ouais. Non, l'erreur, de toute façon, l'erreur fait partie de toi. Si tu penses que tu vas mener ta carrière, que ce soit maintenant, que ce soit dans 1950 ou en 2100 sans faire d'erreur, ne te lève pas le matin, parce que tu vas en faire des erreurs. Ce sont les erreurs qui vont te faire avancer. La différence, si tu veux, il y a deux axes. Il y avait Einstein qui disait que une découverte, c'est 1000 erreurs au préalable. Il était dans de l'invention. Aujourd'hui, nous, on peut pas faire 1000 erreurs parce qu'on ne survit pas à 1000 erreurs. Exactement. Mais il faut que tes réussites soient plus bénéfiques que les erreurs que tu fais. Mais fais toujours selon ce que tu sens. Moi, j'ai eu récemment donc une petite fille qui est bien sûr le bonheur d'une vie, et mon fils était venu en me disant papa, t'as des conseils? Je dis ouais, j'en ai un. J'ai vraiment un conseil. Ah, c'est quoi? J'ai dit le seul. Bah écoute, t'écoutes personne et tu fais ce que tu sens. Voilà. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, on a tous des mentors, des gens qu'on veut voir, faut les écouter. Mais si ce sont des bons mentors, la première chose qu'ils te disent, c'est on s'est trompé aussi, on se trompe et on se trompera. C'est pas grave. Se tromper, c'est pas grave. Bien sûr. Vraiment. Concernant les clients, pareil, là, tu sais que le thème, c'est vraiment au niveau du temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait, j'ai vraiment ce truc de me dire mais comment c'était avant, encore une fois, parce que tu me dis à chaque fois arrête de penser à avant, pense à demain. Oui, d'accord, mais les gens vont dire que c'était plus facile, on en a parlé tout à l'heure. Là, les clients, est-ce que tes clients, ils ont changé avant? Est-ce que on t'en demande plus, on t'en demande moins? Est-ce que c'est la même chose? Alors bon, déjà, j'ai vraiment l'impression d'un dinosaure quand tu me dis, ouais, avant, c'était comment avec le noir et blanc, c'était comment? La noir et blanc, la télécommande avec le fil. Bon, oui, les clients ont changé. Après, si tu passes ton temps à vouloir analyser pourquoi, tu perds du temps. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je m'adapte au fait qu'ils aient changé. En quoi ils ont changé? C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, Internet donne à chacun l'impression d'être un spécialiste. Donc le type arrive chez le docteur, il lui explique ce qu'il a comme maladie, le traitement qu'il faut faire, et tout. Le docteur, si j'écoute les patients, il fait plus rien. Nous, c'est un peu pareil. Parce que les gens ont lu, parce qu'ils ont été sur Internet, parce qu'ils ont vu une réponse la plupart du temps qui n'est pas bonne. Non pas qu'Internet soit mauvais, mais parce qu'ils ne l'ont pas interprété. C'est pas grave. Ton savoir reste ton savoir. Tes qualités restent tes qualités. Bien sûr que les gens évoluent, mais à toi d'avoir évolué aussi et de dégager quelque chose. Bien vous sûr. dégagez, quand je vois vos vidéos, vous dégagez quelque chose. Continue. C'est juste ça. Les gens ne sont pas plus durs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient. Bien sûr. Voire même, comme toi tu mûris, je dirais que c'est presque plus facile parce que tu dégages quand même beaucoup de choses qui font que au moment où les gens arrivent en face de toi, ils ont déjà un pourcentage d'être convaincus très élevé. En fait, le conseil, je pense que toi, tu donnerais aux générations comme la mienne, et parfois je parle avec des plus jeunes que moi, quand ils me disent, ok, à presque 30 ans, toi tu fais ça, comment tu fais pour faire ça? Moi, la chose que je dis, sans prétention qu'une, c'est fais, en fait. Fais. Ouais, c'est bien. Juste faire. Ta réponse est excellente. Fais. Fais. Encore une fois, tout à l'heure, on parlait de gens qui réfléchissent, qui nettoient leur fusil, qui tirent jamais. Moi, je préfère quelqu'un qui tire à côté, mais qui a tiré. Ouais, bien sûr. Parce que quand il a tiré à côté, il suffit de rectifier de 2 mm, il va être dans sa cible. Si Bien tu sûr. fais rien, tirera jamais. Donc, fais, vis, vibre. Voilà. Mon avis sur... pareil, on dit qu'est-ce que tu penses qu'il faut comme qualité pour réussir? Je pense que tu vas être d'accord avec moi. La remise en question, c'est quelque chose qui est, je pense, le plus important parce que à différents moments de ta carrière, tu step up sur plein de choses. Tu dis, ok, là j'en suis là, t'essayes de regarder un petit peu sans trop se regarder non plus. Mais je pense qu'il a fait avancer le plus vite, me concernant, c'est la remise en question, d'écouter les autres, les plus anciens, les plus vieux, les plus gros, les plus petits, et pouvoir en fait d'écouter tout le monde. Et ça, c'est vraiment des choses dont on a parlé ensemble plusieurs fois. Et ce que j'admire beaucoup, c'est que tu dis, en fait, j'apprends de tout le monde, peu importe ce qu'il a à m'apporter, je l'écoute. Et tu fais totalement confiance aux personnes évidemment compétentes, tu t'entoures pas de marboulins, mais ce que je veux dire, c'est que à chaque fois, dès que tu as confiance en quelqu'un, là je vais parler par exemple de nous avec la pépite sur la com, tu nous laisses
une ouverture totale d'esprit par rapport au projet qu'on amène, par rapport à ta communication. Donc, est-ce que la remise en question, ça a été un moteur pour toi dans ta carrière? Alors, tout comme vous, parce que vous venez du sport et vous avez un esprit sportif, tu peux pas faire longtemps dans le sport si tu te remets pas en cause tout seul. Et donc moi j'ai joué très longtemps, gardien de but de 17 à 41 ans, en étant titulaire tous les ans. Et en fait c'était parce que tous les ans il y avait des nouveaux gardiens qui arrivaient, qui étaient d'ailleurs très bien, mais en fait je m'auto-concurrençais. Et dans le boulot c'est pareil. Tu cherches tout le temps à faire ce qu'il y a de mieux. Et c'est étonnant parce que souvent dans tes questions, j'ai l'impression que tu dis waouh, il a fait des trucs super, mais moi quand je fais mon feedback, j'ai pas l'impression d'avoir fait des trucs top. J'ai l'impression que j'ai pas assez bien fait, j'ai l'impression que j'ai pas fait assez de choses. Et les gens dont je te disais tout à l'heure des mentors, l'exceptionnel apport qu'ils peuvent me donner, je pense à un notamment, c'est qu'ils sont toujours hyper naturels, ils sont toujours hyper positifs avec les autres. Moi, je fréquente une personne qui doit avoir 250 sociétés, qui est un entrepreneur dans l'âme. Et quand je finis le rendez-vous, j'ai l'impression que c'était moi le type important. Et ça, c'est exceptionnel. Ouais. Et donc, j'essaye de faire la même chose. Et pour durer, il faut que ce soit vraiment passionnel. Le jour où tu te lèves le matin et c'est pénible d'aller travailler, je pense qu'il faut vraiment te remettre en question et essayer de faire autre chose. Bien sûr. Moi, je me lève tous les matins, je suis content d'y aller. Même le week-end, je passe au bureau. On croirait un malade qui a besoin d'aller, toucher le bureau. Des fois qu'il est bougé dans la nuit, je passe, je rentre dedans, hop, je ressors, c'est bon. Voilà, c'est un contact fusionnel avec ton métier, avec les choses que tu fais. Ça te fait durer. Mais regarde tous les sportifs passionnés qui ont été loin. Regarde dans le football, Pierre Gignac, aujourd'hui, il a 40 ans, il est ultra motivé. Tu ne peux pas parler d'argent, il n'a pas besoin d'argent quand il joue. Mais en fait, il est motivé, il adore ce qu'il fait. Et il va chercher d'autres façons de se préparer, d'autres façons de manger, d'autres façons de communiquer, voilà, c'est ça. Et dans mon ambition, en tout cas, je suis pas sûr d'avoir fait tant de choses extraordinaires que ça. Et 2, j'ai l'impression qu'il me reste tellement à faire que j'ai pas envie de me reposer. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment un truc... Et je pense ça, quand tu parles de la remise en question, c'est de dire, j'ai pas l'impression d'avoir fait, en fait, autant. Et c'est quand tu parles avec les autres, je parle les gens proches qui te veulent du bien, etc. Parce que, forcément, dans ce monde, il y en a qui te veulent du bien, il y en a qui t'envient de manière négative. Quand tu parles avec les gens qui te veulent du bien et qui te disent, mais attends, tu te rends compte de ce que t'as fait, t'en es là, c'est super, etc. Et que toi-même, tu te dis, mais en fait, non, là, Non, parce que peut-être que les gens sont un peu trop admiratifs ou un peu trop positifs. Ou peut-être que nous, on a du mal à se dire, ok, ce que j'ai fait, c'est bien, on a du mal à s'en satisfaire. Est-ce que c'est ça aussi le problème à un moment donné? Est-ce que tu penses que tu peux te satisfaire à un moment donné d'un pic dans ta carrière? T'as toujours, si tu veux, les deux dimensions. Ta vie privée, ta vie professionnelle. Ma vie privée, aujourd'hui, à partir du moment où tu as réussi ta famille, t'as tout réussi. Je veux dire, t'as des enfants, ils vont bien, tu as des gens avec qui t'as des rapports. C'est tellement important d'avoir de bons rapports. Je vois dans mon métier de gestion de patrimoine des familles détruites par de la haine, des incompréhensions, etc., que quand t'as ça, t'as déjà 80% de ta vie qui réussit. Après, le reste, au travail, c'est d'avoir fait peut-être le maximum de ce que tu pouvais. Et peu importe. Je veux dire, on reprend le sport. Bon, moi, j'ai joué toujours en promotion d'honneur, division d'honneur, mais j'ai fait 700 matchs, je me suis régalé. Tu m'aurais payé pour être remplaçant en Ligue 1 pendant 10 ans avec un salaire qui faisait 20 fois ce que je gagnais, ça m'aurait pas intéressé. Tu voulais être acteur, en fait. Moi, je voulais être acteur. Et j'ai toujours voulu être acteur professionnel. Je le veux aujourd'hui, je le voudrais demain. Voilà, c'est ça qui m'importe, c'est d'être dans le réacteur, pas de regarder le réacteur. Ok. La vraie clé d'une carrière longue, un conseil, un jeune vient te voir et te dit c'est quoi la clé d'une carrière longue? Déjà, c'est déjà une bonne question, donc il a des chances de faire une bonne carrière, parce que... C'est moi qui te la pose. Ouais, c'est bien, je te souhaite le meilleur. Mais c'est la remise en cause tout le temps. Ouais, t'as pas d'acquis, tu te la pètes pas. Éviter de se la péter. Souvent, les gens peuvent avoir une image de l'extérieur qui correspond pas à la tienne. Tu peux en souffrir toi. Moi, j'en ai souffert très 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 longtemps, ou tout au moins je le subis. Ça m'importe peu. Mais aujourd'hui, c'est toi. T'as fait tout ce que tu pouvais. Tu te donnes à fond.
Vous êtes une équipe jeune, vous faites vos trucs avec beaucoup de passion, beaucoup d'ambition. C'est ça qui compte, parce que quand vous vous couchez le soir, je vois vos reportages, je vous regarde tout. Vous vous levez le matin pour partir à Paris, faire l'émission sur M6, rentrer le soir, t'es cuit. Mais au moment où tu t'endors, tu sais, ce fraction de seconde avant de t'endormir, t'as l'impression que tu touches pas le lit parce que t'as fait ce qui te plaisait. Moi, j'ai tendance tous les soirs à remercier Dieu ou quelqu'un de la journée que je viens de passer, vraiment. Donc en fait, c'est toujours dans le truc d'être un acteur de ces projets. Et en fait, on parle même pas d'argent, on parle même pas de gain, de marge, de ce qu'on peut parler, parce que ça peut être des conversations qu'on peut avoir. Quand on est vraiment sur certaines affaires, on parle que de ça. Là, quand on parle de la globalité du truc, on se rend compte en fait que le moteur, il vient pas de là. Non, jamais. On le disait tout à l'heure, à partir du moment où ton moteur, c'est que l'argent, ça va être éphémère ou tu vas te dénaturer. Ça peut ne pas être éphémère, mais tu vas te dénaturer. Moi, j'ai pas envie de faire des choses qui rapportent. J'ai envie de faire des choses, qui me rapportent à moi intellectuellement, émotionnellement, psychologiquement et dans ma façon de transmettre. Tes enfants, aujourd'hui, vous n'avez pas d'enfants. Tes enfants, en fait, sont des buvards. Donc, qu'est-ce qu'un enfant reçoit comme première impression? C'est ce qu'il a vu de ses parents. Et je te disais tout à l'heure, quand tu m'as dit comment tu t'es vu démarrer, je t'ai cité ma mère à 6 ans. J'avais 6 ans. Et en fait, les enfants, c'est beaucoup plus petit qu'ils s'imprègnent de ce qu'est leur père. Et aujourd'hui, j'ai donc 2 enfants et je vois ma fille qui vit avec moi à 100% du temps, voit à quelle heure je me lève, voit à quelle heure je rentre et elle a conscience de ça. S'il y a que ça qui reste, en fait, ça suffit. Tu vois, c'est cette espèce de transmission, t'as transmis des valeurs. Elles ont peut-être plus d'importance, puis en plus, pour l'instant, ni Monsieur Mélenchon, ni les divers gouvernements n'ont taxé les valeurs. Devrait peut-être pas tarder, mais en tout cas, quand tu transmets des valeurs, à un moment donné, tu payes pas. Non, et c'est le plus important de la vie, Ok, et pour terminer, c'est quoi le goal? C'est quoi le but? Je parle vraiment en cas professionnel. T'as parlé du perso où t'as vraiment pour toi réussi dans le côté perso avec ta famille et des gens avec qui tu peux transmettre des valeurs, en recevoir, enfin en tout cas de ce côté-là. Là, je parle purement professionnel. C'est quoi le but? Parce qu'à un moment donné, ça s'arrêtera aussi le côté pro, du moins vraiment une activité où 80-90% du temps t'es actif. C'est quoi le but final en fait? Alors le but final, c'est déjà d'avoir satisfait tous les gens que tu as croisés, ou tout au moins la majorité. Ça, c'est le premier but. C'est-à-dire que quand tu t'arrêtes, tu dis waouh, tous ces clients que j'ai accompagnés, parce que moi je suis à des fois 3-4 générations de gens, parce que quand on a démarré à 30 ans, ils en avaient 70, puis ils sont morts, puis leurs enfants donc en ont eu 70, puis ils sont morts, et je suis à la 3e et je suis toujours là. C'est le premier plan. Le deuxième, c'est les gens qui t'entourent. Moi, j'ai la chance d'avoir des piliers autour de moi qui sont rentrés à 18 ans, qui en ont 45, qui sont toujours là. Donc ça, c'est bien. Dans l'idéal, je ne sais pas si j'y parviendrai, c'est de à la fois transmettre et avoir eu un fruit de ce que j'ai fait. Voilà. Est-ce que j'y arriverai? Je sais pas. La question se pose pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais me dire que voilà, ce que j'ai fait est chouette. Je l'ai pas fait tout seul. Il y a des gens qui sont venus avec moi, qui ont fait beaucoup de chemin. Si eux peuvent continuer le chemin, ce serait plus intéressant pour moi que d'avoir une réussite financière extrême. J'ai pas un métier où en vendant tu touches des milliards. Donc, non, bien sûr. Ce sera pas le cas. Après, il y a encore ce truc de transmission en plus parce que on en parle, on en a déjà parlé plusieurs fois, même dans le précédent podcast. Tu travailles avec Julien, ton fils, qui est aussi ton associé. Donc j'imagine qu'il y a aussi cette transmission-là qui va se faire professionnelle où le but, en fait, c'est que il puisse à un moment donné, sans non, toi, mais il peut déjà. Oui. Il peut, si tu veux, aujourd'hui, là, dans notre architecture de fonctionnement, je ne sers qu'à lui amener des capitaux. Tout le reste, c'est lui qui m'apprend. L'opérationnel, c'est Julien qui gère. On est en train de faire une maison pour nous, à titre perso, et il est venu sur le chantier, je pense qu'en un quart d'heure, il a relevé 20 erreurs que j'aurais faites sur ce chantier. Parce qu'il est 10 fois plus fort que moi maintenant, et tant mieux.
tant mieux. Donc je ne lui sers qu'à une chose. Bon, malheureusement, c'est un peu le nerf de la guerre et si tu n'as pas de fonds, tu y arrives pas. Mais j'apporte une caution morale et financière. Pour le reste, il se débrouille très bien. Il est super bien accompagné de sa femme qui fait des trucs vraiment magnifiques. Qui est architecte, Qui est architecte, oui. Et le but, moi, c'est juste de regarder leur réussite après. Ce que je souhaiterais vraiment, c'est que Tabimo perdure, ouais, qu'il fasse avec Tabimo ce que j'ai fait avec Sud Finance Conseil. Ouais. Oui, ce serait vraiment mon objectif final. Et là, il y a c'est ça, en fait, le but. Aucune recherche d'argent là-dedans. Il peut tout avoir et faire, tu sais, quand on se balade des fois tous les deux en scout et qu'on dit, tiens, on a fait ça, et que dans un quartier, t'as fait 5 maisons. Waouh, c'est une fierté incroyable, quoi. Parce qu'on n'était pas destiné à ça. Donc, on a encore dans toutes ces années avoir été acteur parce que bon, tu es Mentonné, Rocco Bruno, enfin je veux dire tu fais partie de ce bassin-là, c'est de dire ok, quand tu te retourneras, de dire j'ai fait ça, j'ai contribué à, on va dire surtout à plein de projets sur Menton et aussi à conseiller parce qu'il y a le fait d'être gestionnaire de patrimoine. Donc il y a ce côté de transmission aussi avec Julien. Le but n'est pas de revendre une boîte, d'en tirer des gains et de dire merci, au revoir, je n'existe plus. Il y a vraiment ce... Ouais, du tout. Et j'ai une phrase qui me vient, qui est très étonnante, parce que j'étais récemment, tu parlais des jeunes, et j'étais à un enterrement, donc ce qui est pas un moment équiplusé, c'était le papa d'un ami qui est très 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 cher, et sa fille, donc la petite fille du défunt, a eu le courage d'aller dans l'église, et elle allait chanter, parce que son grand-père aimait qu'elle chante, et elle a commencé par dire je ne sais pas si je vais y arriver, mais tenter, c'est déjà réussir. Elle a 22 ans, et je crois que cette phrase, pour moi, elle est exceptionnelle. C'était un moment d'une émotion incroyable. Elle arrive à citer ça, et elle a chanté parfaitement bien. Ouais. Donc si je me la fais mienne, même si elle vient d'une jeune femme qui a 22 ans, tenter, c'est déjà réussir. Tenter d'atteindre un pic de carrière, tenter de réussir avec mes clients, tenter de réussir avec mes enfants. C'est déjà réussi. C'est déjà réussi. Et je pense qu'on va clôturer sur cette belle phrase. Je peux pas trouver mieux comment je te promets, on aurait pu passer encore 2 heures. Mais n'oublie pas que tu es quand même invité relativement souvent sur ce podcast. Tu vas falloir que je mette des parts. C'est ça. Voilà. Non, vous êtes trop fort pour moi. Non, vous êtes trop fort pour moi. Mais le but d'avoir toujours te recevoir et d'avoir toujours ton avis, ton expertise là-dessus. Donc on va se revoir très bientôt de toute manière pour échanger. Mais avec plaisir, et ne changez pas, parce que si tout à l'heure tu parlais de rétroviseur ou de faire le point, imaginez que vous avez d'abord été commerciaux chez des gens, puis vous avez créé votre boîte, puis vous avez étendu votre boîte, puis vous la diversifiez avec de la communication. Je suis pas en train de vous vendre quoi que ce soit. C'est juste admirable, parce qu'en plus vous avez des gens autour de vous. Je pense à Loïc ou Enzo qui viennent bosser, vos collaboratrices. En fait, c'est des gens qui n'étaient pas de votre univers, et c'est vous qui les amenez dans votre univers, et ils amènent une technique que vous n'aviez pas. Exactement. Et en fait, c'est tout ça, ces petits graviers qui commencent à faire vraiment un beau chemin, puis j'espère que l'allée sera marbrée encore plus belle. C'est déjà réussi, Olivier. Donc, je remercie également toutes les personnes que tu viens de citer. Merci d'avoir suivi cet épisode-là. On se retrouve très bientôt. Si toi, tu as envie aussi de raconter ton histoire sur ce podcast, contacte-nous. On trouvera le moyen de le faire.